La parentalité atypique, ça vous parle? Je vous propose de découvrir le podcast Atypi à travers l'interview de sa fondatrice, mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le podcast Atypi, qui parle de parentalité atypique à travers de nombreux témoignages. Une interview de Lola, sa fondatrice. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lola! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Moi je suis Lola, j'ai 33 ans. Je suis mariée à Pierre, mon mari, depuis 6 ans. Et je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans et demi. Ok. Et je suis également professeure des écoles depuis 11 ans. Et là, cette année, j'exerce en classe de maternelle en banlieue parisienne. Et je suis aussi podcasteuse depuis quelques mois. Super. Alors avant que tu nous parles de ton podcast, justement, on va parler de toi et de ta famille. Y a-t-il des membres atypiques parmi elles? Oui. Donc ça, on l'a pas découvert tout de suite, mais ça a été un long cheminement pour découvrir que mon mari est TDAH, trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Il a été diagnostiqué en 2017, D'accord. quelques mois après la naissance de mon fils. Donc je vais expliquer un petit peu le contexte, comment le diagnostic a été posé et comment ça s'est passé pour lui, avec son accord. Hein. Mon fils est né en janvier 2017 et c'est vrai qu'à sa naissance, ça a vraiment déstabilisé notre famille. Et mon mari, suite à ça, a fait une dépression. Petit à petit, on sentait son état se dégrader. Il dormait plus, il mangeait plus. Et puis, il avait de plus en plus d'angoisse. Et ça venait vraiment compliqué pour notre famille. Donc, il a décidé d'aller voir quelqu'un, d'aller voir une professionnelle, donc une psychologue. Et puis, après plusieurs rendez-vous, la psychologue lui a parlé du TDAH, trouble déficit de l'attention. Et donc, elle lui a demandé d'aller voir une neuropsychiatre pour faire les tests. Lui a continué ses rendez-vous chez la psychologue pour soigner sa dépression. Et en parallèle, il consulte cette neuropsychiatre pour passer les tests, pour éventuellement poser un diagnostic. Et effectivement, à l'issue des tests, mon mari est TDAH, trouble déficit de l'attention avec hyperactivité sévère. D'accord. Voilà. Finalement, le diagnostic est posé. Et puis c'est tout. Il se sent mieux, donc il arrête les consultations avec sa psychologue. Et puis, il n'y a pas de prise en charge spécifique pour le TDAH. Ok. Voilà, donc on retrouve... il reprend sa vie il reprend sa vie. Et puis, on sent quelques mois après que l'état dépressif réapparaît. Et puis, toutes les difficultés qu'on avait au tout début de la naissance de mon fils, elles reviennent. Voilà, mon mari est pas avec nous, est pas dans notre... a des difficultés pour prendre sa place de papa, a des difficultés pour s'occuper de sa famille. Les angoisses reviennent, il a du mal à construire une relation avec son fils. Voilà, donc il décide à ce moment-là de reconsulter, de revoir sa psychologue. Et là, sa psychologue lui dit on peut pas laisser les choses comme ça, il faut poursuivre, creuser un peu plus au niveau du TDAH. Donc là, en fait, elle lui propose d'aller consulter une psychiatre spécialisée à Sainte-Anne pour essayer de l'accompagner. Et c'est à ce moment-là que la psychiatre lui propose un traitement médicamenteux. D'accord. Donc il y a eu tout un suivi, hein. Ça n'a pas été à la première consultation. Hein. Voilà, avant de proposer ce traitement-là, il y a une batterie de tests cardiaques, notamment, pour vérifier que la personne est en bonne santé. Et donc, mon mari commence en juillet 2019 à prendre le traitement, donc le méthylphénidate.
D'accord. Voilà. Et du coup, les médicaments sont censés l'aider à quel niveau? Sont censés l'aider vraiment à canaliser son... Parce qu'en fait, tous les troubles anxieux, tout son état dépressif est lié à ce mal-être qui est généré par le trouble de l'attention. Donc vraiment, c'est un traitement qui permet aux patients de pouvoir se concentrer, de pouvoir maintenir son attention. Il a fait plusieurs semaines de tâtonnement pour trouver la bonne dose. Et puis, vraiment, petit à petit, il a retrouvé son équilibre. Lui, surtout, allait beaucoup mieux. Et puis, surtout, du coup, sa relation avec son fils allait mieux. Sa relation de couple avec moi allait beaucoup mieux. Enfin, il a pu retrouver un équilibre. On a pu retrouver un équilibre familial. D'accord. Ça a vraiment changé beaucoup de choses pour lui, beaucoup de choses et pour nous aussi. Et en fait, du coup, son changement de comportement est vraiment arrivé au moment de ton accouchement. Et alors, toute votre vie de couple avant, vous aviez jamais perçu en fait ce trouble-là? C'est vrai que du coup, dans notre vie personnelle, on a emménagé ensemble. Mon mari a perdu son père une semaine avant notre emménagement. Ah oui, d'accord. Et donc c'est vrai que du coup on a appris à vivre ensemble, on s'est découvert vraiment dans la vie de couple au quotidien avec ce deuil. Donc toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer à ce moment-là, pour moi et pour lui, c'était lié au deuil de son papa. Enfin, maintenant, j'arrive à l'analyser comme ça, en fait. Et finalement, toutes ces difficultés, en fait, tout était lié au TDAH. Mais ça à l'époque, on le savait pas. Et puis, bon, voilà, quand on est à deux, voilà, je pouvais, moi, mener ma vie de mon côté, lui la sienne. J'attendais moins de lui aussi. Enfin, j'avais plus de temps pour m'occuper de notre couple, de notre famille, de notre appartement, enfin, de notre quotidien. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment à l'arrivée de l'enfant, de notre fils, qui a vraiment, bah, comme tous les couples, hein, qui a vraiment changé notre quotidien, qui a vraiment déstabilisé l'équilibre qu'on avait. Et puis du coup, devenir papa, ça entraîne des responsabilités qui changent énormément et qui, du coup, sont pas toujours compatibles avec quelqu'un qui a un TDAH qui n'est pas pris en charge. S'occuper d'un enfant, bah, ça demande aussi de l'organisation, de l'anticipation, être capable de prendre des décisions, c'est être présent aussi. Enfin, mon mari, qui était pas pris en charge pour son TDAH, il était mais en permanence pris par ses pensées. Il n'arrivait pas à être dans le moment présent parce qu'il était sans arrêt pris par ses pensées envahissantes qui le bouffaient complètement, quoi. Et même quand on en reparle maintenant, enfin là, quand on a parlé de l'interview, du coup, on est revenu un petit peu sur cette période et il me disait que lui-même était conscient qu'il n'était pas capable d'être présent pour son fils, que même les moments passés ensemble, parfois il était obligé enfin, il prenait des vidéos de mon fils au parc parce que le moment où il était avec lui, il pensait à autre chose, il pensait aux difficultés de son travail, il pensait à sa musique, il pensait à ses passions, mais il n'était pas du tout dans le moment présent et c'est seulement quand il regardait les vidéos par la suite qu'il pouvait vraiment découvrir ce qui s'était passé à ce moment-là. D'accord. C'était vraiment la sensation de pas pouvoir compter sur lui parce que il était pas là et puis quelqu'un donc qui a un TDAH, c'est quelqu'un qui est très fatigué tout le temps. Enfin, un TDAH non traité, enfin pas forcément de façon médicamenteuse, mais en tout cas il n'y a pas de prise en charge. C'est quelqu'un de très très fatigué parce que il lutte en permanence avec lui-même pour essayer d'être attentif, pour essayer de se concentrer, pour essayer de canaliser ses émotions. Et donc, voilà, s'occuper d'un nourrisson, c'est beaucoup de fatigue, surtout un bébé qui dormait pas beaucoup. Donc, c'était tout ce quotidien qui changeait avec l'arrivée de mon fils. D'accord. Et du coup, du moment où il a commencé à prendre les médicaments, ça s'est apaisé Oui. et ça a été beaucoup plus facile au quotidien. Ouais, exactement. Et maintenant, c'est vraiment un super papa. Il est capable de faire... Enfin, il s'occupe beaucoup de son fils. Ils ont plein d'activités, plein de passions ensemble qu'ils peuvent partager ensemble. Et donc ça, c'est génial. Donc, je fais pas du tout... je sais que pour certaines personnes, les médicaments, en tout cas ce type de traitement, ça peut être compliqué. Donc je fais pas du tout l'éloge de ce médicament. Mais en tout cas, pour mon mari, ça a été la solution.
D'autres personnes arrivent à prendre en charge ce trouble de l'attention autrement. En tout cas, pour lui, pour lui et pour nous, ça a vraiment changé notre quotidien. Et c'est des médicaments qu'il doit prendre à vie, du coup ou... Ouais, d'accord. Après, maintenant, il connaît beaucoup mieux le TDAH, il se connaît beaucoup mieux, donc il peut plus facilement aussi gérer une journée sans. Enfin, moi, maintenant, j'arrive à savoir quand il prend son traitement ou quand il le prend pas. Enfin, il a pas du tout le même comportement. Enfin, c'est incroyable. Je peux lui dire que, enfin, quand je le vois perdu dans ses pensées, des fois à aérer comme ça dans l'appartement sans savoir trop ce qu'il est en train de faire, il se renferme en fait. Et puis même physiquement, même au niveau de l'alimentation, c'est du coup, il n'arrive pas à gérer ses pulsions alimentaires. Enfin, voilà, vraiment, il n'a pas le même comportement avec ou sans médicaments. Donc, Oui, puis je pense que le fait d'être allé voir quelqu'un, justement, de connaître le diagnostic, eh ben, tu vas chercher plus d'informations aussi là-dessus. Tu fais plus attention, en fait, aussi aux petits signes, aux petites réactions, à tout ce qu'il peut y avoir. Et puis voilà, ce qui paraît logique, finalement, parce que bah, quand tu sais pas, tu peux pas voir. oui, Alors que finalement, il le le fait de voyait. savoir... Il le voyait, mais ça l'inquiétait finalement. Il voyait ses différences, son fonctionnement, ça le rendait malheureux parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait de cette manière. Et malgré ses efforts, bon, ça tenait pas. Et maintenant, il sait pourquoi il réagit comme ça, donc ça le soulage aussi. Et du coup, il peut facilement mettre en place des stratégies pour avoir un autre comportement, quoi. C'est vraiment aussi le manque de sens, enfin, le manque de compréhension qui a généré beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. Donc voilà pour mon mari. Et en parallèle, il y a donc mon petit garçon qui est né et qui est hyper sensible. Voilà, donc c'était un bébé très sensible. Voilà, on parle de baby, de bébé aux besoins intenses. Qui pleurait beaucoup. C'était un bébé qui avait toujours besoin d'être avec sa maman, qui avait beaucoup de besoins et puis qui réagissait beaucoup à son environnement, qui était très sensible et puis ben, qu'il l'est toujours. Enfin, il l'est toujours maintenant. Ouais. Et du Donc coup, il y a une tu le version. savais Ouais. au moment où ça arrivait, tu t'étais renseigné justement pour comprendre pourquoi il pouvait être sensible comme ça et qu'il avait autant de besoins, ou tu le savais pas du tout que c'était possible d'avoir un bébé hypersensible? Lors de ma grossesse, je me suis pas vraiment renseignée voilà, sur les bébés, sur la parentalité, sur la maternité. Pour moi, je me disais, je suis enceinte, je vais avoir mon bébé, c'est normal, c'est naturel, je saurai comment réagir quand il va arriver. Et puis, j'ai toujours travaillé auprès d'enfants. Je me disais, je connais, alors oui, je connaissais les enfants, mais bon, je connaissais absolument pas les bébés. Mais bon, je me disais, je saurais faire, je saurais comment réagir. Donc, je me suis très peu documentée à ce moment-là. Et donc, c'est quand il est arrivé, avec en plus des besoins très importants, où là, personnellement, ça m'a complètement submergée. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit si difficile. Et puis, je ne m'attendais pas à ne pas comprendre mon bébé, en fait. Je me disais, voilà, je suis sa maman, je saurais comment réagir, je saurais comment le calmer, je saurais comment faire. Et en fait, non. En fait, il y avait mon bébé qui était là, qui pleurait. Puis bon, il y avait aussi tout un contexte, hein, comme j'expliquais, avec notre relation de couple était compliquée. J'attendais d'être accompagnée par mon mari avec l'arrivée de notre bébé. Et puis finalement, il était absent. Enfin, il n'était pas dans l'aide ou il prenait pas les choses en main. Enfin, il n'était pas. Donc je me suis retrouvée un peu. En tout cas, je me suis sentie seule face à ce bébé très, très intense. Et comment t'as appris, du coup? C'est que tu t'es renseignée justement pour essayer de comprendre, ou t'as peut-être rencontré quelqu'un pour t'aider? Oui, donc j'ai beaucoup lu au départ, c'était plus sur la parentalité pour essayer de comprendre mon bébé, donc des auteurs comme Isabelle Fillosa ou Catherine Guéguin. Voilà, je me suis vraiment tournée vers des auteurs autour de l'éducation dite bienveillante, positive. Voilà, donc c'est vrai que là, moi, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis quand même de mieux comprendre mon bébé, savoir ce qui se passait dans son cerveau, savoir que finalement, il réagissait comme ça, mais c'était normal.
Et surtout, moi, ça me proposait aussi une façon de réagir parce que moi, j'ai reçu une éducation traditionnelle, donc j'avais le modèle de mes parents où on laisse les bébés pleurer, où on répond pas forcément tout de suite à leurs besoins, ou en tout cas avec un certain style de réaction. Et donc moi, je sentais que je pouvais pas réagir comme ça avec mon bébé, qu'il avait besoin d'autre chose. Et donc c'est vraiment à travers à travers ces livres que j'ai pu trouver ma parentalité, enfin trouver ma maternité, savoir comment moi je devais me positionner par rapport à mon bébé. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis, voilà, c'est ça. C'est surtout ces auteurs qui m'ont aidée. Et puis, donc c'était un bébé aux besoins intenses. Et puis encore maintenant, hein, c'est un garçon encore très sensible. Donc il y a vraiment le versant émotionnel. On sent vraiment que il vit ces émotions très intenses, hein, que ce soit de la joie ou la tristesse ou la colère. Et puis toujours vraiment cette sensibilité par rapport à son environnement, très empathique. Et puis vraiment un besoin on sent il y a les trop pleins d'émotions. Bon, il le fait moins maintenant, mais une journée de crèche ou en début d'année, une journée d'école, je le récupérais le soir. C'était un bébé, mais déjà, enfin un enfant, un petit garçon, mais fatigué. Enfin épuisé et puis qui avait besoin de décharger. Il pleurait, pleurait, pleurait. On sentait qu'il s'était passé trop de choses dans sa journée, qu'il avait vraiment besoin d'extérioriser toutes ses émotions. Et puis il y a aussi le versant du coup sensoriel. C'est un petit garçon qui est vraiment gêné par le bruit quand il est trop fort dehors. Nous on habite à Paris, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation. Donc dès qu'il sort, une moto qui passe, il se bouche les oreilles, une ambulance qui passe, il se bouche les oreilles. Au niveau des odeurs, par exemple, dès qu'il monte dans ma voiture, c'est très compliqué pour le faire monter parce que lui, il me dit que ça sent mauvais. Moi, je sens rien du tout, mais bon, pour lui, ça sent mauvais. Ou par exemple, quand je me fais des couleurs au henné, alors ça, c'est une odeur, mais impossible pour lui de s'approcher de moi, quoi. Il peut même pas être dans la même pièce que moi. C'est bon, voilà, des choses qu'on a du mal à comprendre, mais le goût aussi, impossible de lui trouver un dentifrice qui supporte. Enfin voilà, c'est les émotions et c'est aussi l'essence. Oui, c'est bien d'un côté aussi que vous ayez justement peut-être ce passif avec le papa pour faire attention du coup à lui Oui, et d'être attentif en fait à ses besoins et d'essayer de s'adapter en fait et de l'aider au quotidien, de l'accompagner au quotidien plutôt que de lui imposer des choses et puis qu'il soit malheureux parce que bah il est pas écouté, il est pas compris et du coup oui, il est obligé de rentrer dans un moule alors que ça lui convient pas. Donc euh, ouais. donc c'est bien aussi de pouvoir essayer de trouver des solutions avec lui pour qu'il se sente mieux. Et du coup, est-ce que tu penses que son hypersensibilité vient plutôt de toi ou de son papa? C'est sûr que déjà mon mari est TDAH et donc souvent les personnes TDAH il y a vraiment aussi une forte hypersensibilité donc c'est vrai que mon mari est hypersensible et c'est aussi en voyant notre fils qui comprend mieux son hypersensibilité, qui comprend mieux son enfance et son adolescence. Mm. Quand il voit les réactions de notre petit garçon, il arrive à mettre plus de sens à ce que lui-même a vécu en étant plus jeune. Et puis moi, forcément, je pense avoir une sensibilité aussi, une sensibilité plus importante. Ouais. En tout cas, Donc, t'es je bien pense que entourée. c'est ça, ouais, on a. Oui, mais du coup, on se comprend. Enfin, voilà, souvent on dit que les personnes peut-être atypiques se retrouvent et se réunissent, mais c'est vrai que je pense on se comprend mieux. En tout cas, au niveau de l'hypersensibilité, c'est évident que on se comprend tous beaucoup mieux et on accepte aussi beaucoup plus de choses. Enfin, on accueille aussi cette hypersensibilité beaucoup mieux parce que on sait ce que c'est. Mm. Ouais, Ouais, c'est sûr. Ouais. c'est chouette que vous ayez pu justement aborder tout ça avec lui sereinement et bon après cette vague tempête ça a Ouais. dû quand même faire du bien un peu de comprendre ce qui se passait et de savoir comment réagir et avoir Ouais. des petites bribes d'infos et de réflexion pour pouvoir avancer sereinement. Bon, Ouais. même si Ouais. tout Ouais. ça n'est pas fini, mais, mais au moins vous Oui, arrivez oui. à avancer ensemble et ça c'est déjà très bien.
Alors, on va parler un petit peu de ton podcast qui s'appelle Atypie. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on va parler de personnes atypiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as eu envie de créer un podcast? Donc, pourquoi j'ai envie aussi de créer ce podcast? Comme je l'ai expliqué, déjà donc d'un point de vue personnel, j'ai été touchée par ce sujet. Et puis, je me suis rendu compte à travers mon mari que c'était très mal connu, très mal compris. Donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, maintenant qu'on a réussi à surmonter aussi cette épreuve, que mon mari va mieux, que les choses va beaucoup mieux, qu'on ait réussi à aller de l'avant, à trouver des solutions, à accompagner mon mari, mon fils. Alors moi, avec mon fils, tout n'est pas encore... voilà, il y a encore des choses qui sont parfois difficiles, mais les choses se sont apaisées. Et puis il y a aussi d'un point de vue professionnel où moi j'ai pu observer pendant plusieurs années de par mon métier. J'ai aussi enseigné pendant 5 ans dans un hôpital de jour. D'accord. Parce que je suis enseignante spécialisée. Donc j'ai travaillé auprès d'élèves porteurs de TSA. Et puis, donc ça c'était dans le milieu spécialisé. Et puis même en milieu ordinaire, hein, de toute façon, là actuellement dans ma classe, il y a un de mes élèves qui est porteur de TSA. J'ai évolué professionnellement en accueillant des enfants atypiques, neuroatypiques, et je me suis rendu compte à quel point les parents pouvaient être démunis. C'est très difficile de voir des parents qui sont malheureusement très peu accompagnés par notre système actuel. Alors oui, il y a des hôpitaux de jour, oui, il y a l'éducation nationale qui accueille des élèves en situation de handicap à l'école, mais en tout cas, les parents sont rarement accompagnés. Donc j'avais tout ça, j'avais mon expérience personnelle, j'avais mon expérience professionnelle, et bon, petit à petit, l'idée a germé. Et puis moi-même aussi, j'écoutais beaucoup de podcasts. Et puis oui, voilà, quand tu me disais tout à l'heure, quand tu me posais la question de savoir comment je m'étais renseignée par rapport à l'hypersensibilité et puis la parentalité, c'est vrai que donc il y a eu les livres, mais il y a aussi eu les podcasts. Il y avait quand même très peu de podcasts qui traitaient de la neuroatypie. Donc voilà, petit à petit, l'idée a germé. Et puis bon, il y a ce qui facilite un petit peu les choses, c'est que mon mari évolue professionnellement aussi dans le monde du podcast. Donc D'accord. ça m'a vraiment aidé à sauter le pas. Et c'est pour ça qu'en février 2021, je me suis lancée et j'ai créé Atypie. Donc ce podcast qui permet aux parents de témoigner, de raconter leur quotidien avec leur enfant. Leur enfant ou leur adolescent. J'ai des témoignages de mamans, d'ados, une maman d'un ado TDAH et puis une maman d'ado avec un adolescent autiste. Donc j'avais vraiment envie de proposer que les parents puissent avoir un lieu pour témoigner de leur expérience, de partager leur cheminement, leur parcours avec leur enfant, parce que c'est riche pour les auditeurs et puis pour les autres parents aussi qui se sentent parfois en difficulté, de pouvoir entendre aussi les expériences d'autres parents. Et puis il y a aussi des experts qui peuvent intervenir, où là c'est vraiment pour apporter des ressources, des informations aux parents quand ils rencontrent des difficultés. D'accord. Et tu publies une fois par semaine? Tous les 15 jours, ouais. D'accord. Et c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute? Exactement, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. D'accord. Et tu publies quel jour de la semaine? Ça, j'ai pas voulu m'imposer de contraintes. Je me suis dit, voilà, je le sors quand il est monté et qu'il est prêt à être écouté. Du coup, après, tu préviens les gens, les Oui. auditeurs sur tes réseaux pour dire que l'épisode est c'est ça, disponible. exactement. Et puis voilà. Dans tous les cas, ça arrive cette semaine-là, mais tu sais pas quel jour. C'est la surprise C'est ça. de la semaine. Exactement, c'est ça. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Le message que j'avais envie de donner, c'était vraiment justement aux parents, aux personnes atypiques, neuroatypiques qui peuvent se sentir en difficulté, vraiment ne pas rester seuls, vraiment d'aller chercher des informations, chercher de l'aide auprès de professionnels. Il y a plein de possibilités. On peut se tourner vers des groupes Facebook, où il y a aussi des associations
Donc, il y a l'association Typique Atypique qui est là vraiment pour tous les types de neuroatypies. Il y a les podcasts, mon podcast. Il y a aussi Elodie Crépel qui a un blog très riche par rapport à l'hypersensibilité, par rapport à la douance. Enfin, vraiment, c'est d'échanger. Enfin, je pense que c'est la seule façon, de toute façon, d'aller mieux et de trouver des solutions. Il y a aussi, je voulais parler des cafés de parents. Il y a Nelly du compte Instagram Les couleurs de nos vies qui a créé un café pour les parents d'ados et d'enfants au potentiel et autistes. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de se soutenir et d'aller chercher les informations soi-même parce que parfois, bon, dans le milieu médical ou dans le milieu un peu plus institutionnel, c'est pas toujours évident d'avoir des réponses et d'avoir l'aide qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment mon message. Il y a aussi le fait que chacun est différent et que forcément l'atypie se présente pas de la même façon que son voisin. Et c'est ça, je pense aussi qu'il faut essayer d'accepter, de comprendre aussi en échangeant avec d'autres personnes, c'est de se dire qu'il n'y avait pas forcément un diagnostic qui est le même pour tout le monde. Enfin, il y a des diagnostics, mais après au quotidien, c'est à eux en fait finalement de s'adapter et de trouver les solutions et ce qui correspond le mieux à leur personnalité, à leurs troubles, à leur quotidien finalement. Et même pour arriver au diagnostic, il y a des profils, dans chaque neuroatypie, il y a des profils tellement différents que c'est compliqué déjà de savoir parfois ce qu'il en est, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment avec le partage d'expériences qu'on peut déjà avoir, en tout cas un peu s'orienter et être guidé, quoi. Et puis tout simplement se sentir moins seul aussi. Ouais, ça c'est sûr. Alors pour finir, es-tu présente sur les réseaux et est-ce que tu pourrais nous redire où on peut écouter ton podcast s'il te plaît? Alors, donc il y a mon compte Instagram, Atypie Podcast, sur lequel on peut me retrouver, le compte Facebook Atypie, et puis sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, voilà, et tous les autres. Super, bon, dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça tout le monde pourra te retrouver très facilement et je vous invite vraiment à aller écouter ces épisodes qui peuvent vraiment vous aider au quotidien et juste vous permettre de vous retrouver ou de comprendre certaines choses. Je pense que c'est vraiment pour ça que tu as fait ce podcast, donc c'était important je trouve d'en parler ici pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir suivre ce cheminement avec toi. En tout cas, je suis très très contente d'avoir fait cet échange avec toi. Merci de nous avoir partagé un moment de ta vie pour lequel tu n'étais pas forcément habituée à t'exprimer, donc merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais, merci Sarah de m'avoir permis de me présenter et puis d'expliquer aussi pourquoi j'avais créé et j'avais eu envie de créer ce podcast. Donc merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!